Comment un homme raisonnable peut-il mentir à propos d'un événement que le monde entier a vu en direct à la télévision, sous les yeux du président de la FIFA et du président de la CAF? Hier, Pape Thiaw a livré une version totalement nouvelle des faits. Selon lui, le Sénégal n'aurait pas quitté la finale pour protester contre l'arbitrage, mais simplement pour protéger les joueurs à cause de l'atmosphère dans le stade, comme si c'est les Marocains qui avaient envahi le terrain et pas les Sénégalais. Une déclaration choquante. Non seulement elle contredit ce que le monde entier a vu, mais aussi parce qu'elle contredit ses propres excuses prononcées juste après la finale. Comment ces excuses se sont-elles transformées aussi en un récit complètement différent? Et pourquoi certains essayent aujourd'hui de réécrire l'un des épisodes les plus clairs de toute l'histoire récente du football africain? Pour comprendre cette contradiction, il faut d'abord comprendre la personnalité même de Pape Thiaw. Car ce qu'il a déclaré hier ne ressemble pas à une simple maladresse. À la fin de cette finale chaotique, Pape Thiaw lui-même était apparu publiquement pour présenter ses excuses au football et aux supporters concernant la manière dont la sélection sénégalaise avait réagi. Ce jour-là, il n'avait parlé ni de peur, ni d'insécurité, ni de danger pour les joueurs. Il savait parfaitement que ce qui s'était produit ressemblait clairement à un retrait de protestation devant les caméras du monde entier. Mais plusieurs mois plus tard, le discours a complètement changé. Soudainement, il serait désormais question de sécurité des joueurs, comme si cette finale s'était disputée dans un stade abandonné, et non lors d'un événement suivi par les plus hauts responsables du football mondial et national et des médias venus du monde entier. Dès lors, une question devient légitime. Sommes-nous devant une tentative pour justifier une erreur historique ou face à une tentative de réécrire des faits après l'effondrement de la vraie version? S'il était venu pour s'excuser et dire « j'ai mal agi, j'ai pas bien défendu les intérêts de mon pays », je l'aurais respecté. Honnêtement, je l'aurais respecté. Mais le plus étonnant dans tout cela, c'est que Pape Thiaw ne parle pas aujourd'hui comme un entraîneur emporté par la pression du moment ou de l'émotion. Il parle comme quelqu'un qui tente de construire un nouveau récit complet, alors même que les archives existent encore, en images et en son. En images et en son. Et lorsqu'on découvre certains aspects de sa personnalité et de son parcours en dehors des terrains, ces contradictions deviennent peut-être un peu moins surprenantes. Pape Thiaw a eu une carrière respectable. Il a commencé en Europe à Saint-Étienne, puis il a joué à Metz, à Strasbourg, il a joué à Alaves en Espagne, et il a joué même à Créteil dans la banlieue parisienne. Mais sa vie personnelle a également été marquée par des épisodes très violents et des affaires judiciaires qui lui ont coûté cher, et sur le plan financier et sur le plan familial. Et cela n'a aucun lien, mais vraiment aucun lien avec le jugement juridique du dossier sportif lui-même, mais peut aider à comprendre la manière dont l'homme communique et réagit sous pression. Dès lors, lorsqu'il demande aujourd'hui au public de croire une version qui contredit ce que le monde entier a vu, beaucoup se posent une question simple. Le problème vient-il de la mémoire des supporters ou de la crédibilité de celui qui parle? Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vais revenir sur certains épisodes choquants de la vie personnelle de Pape Thiaw. Non par goût de sensationnel, mais parce que comprendre ce qui se passe en dehors du terrain permet parfois de mieux cerner et de mieux comprendre certaines contradictions dans les faits eux-mêmes, tels qu'ils ont été vus par tout le monde. C'est pourquoi il semble qu'il existe aujourd'hui une tentative de changer complètement le récit. Une tentative de transformer une protestation évidente contre l'arbitrage en une simple mesure de protection des joueurs, dans l'espoir de modifier la perception même du tribunal arbitral de sport. Mais la vraie question est la suivante. Un récit aussi tardif et contradictoire peut-il réellement influer sur les juges et les experts du TAS, habitués depuis des années à traiter des dossiers beaucoup plus complexes? Je vous laisse en juger.
C'est c'est à chacun de vous d'avoir son jugement personnel et je le respecte. Revenons maintenant à l'épisode personnel que j'évoquais tout à l'heure. En 2008, alors qu'il évoluait au club français de Créteil, Pape Thiaw a été condamné à une peine de prison avec sursis de 1 an dans une affaire de violence conjugale après avoir agressé son épouse lors d'une dispute qui avait entraîné une fracture du nez de l'épouse. Cette affaire ne lui a pas seulement valu une condamnation judiciaire, elle lui a également coûté la majeure partie de son capital et de sa richesse, notamment à cause du régime de partage des biens, le régime de communauté qui le liait dans le mariage avec sa femme. Mais les problèmes liés à la violence et la gestion de la colère ne semblent pas avoir commencé dans cette affaire. Déjà, en 2001, Pape Thiaw avait déjà été impliqué dans un autre incident après avoir violemment agressé un joueur dans le couloir menant au vestiaire, lui cassant lui aussi le nez. Comme si Pape Thiaw est devenu un spécialiste du nez. Au final, les gens peuvent diverger sur le football, sur l'arbitrage ou même sur les décisions juridiques. C'est humain, c'est logique. Mais il existe une chose qu'aucune tentative de communication ne pourra changer, les faits. Les faits sont têtus. Ce qui s'est passé lors de cette finale, le monde entier l'a vu en direct, en images et en son. Et aucune tentative de réécriture ne peut effacer les archives ni modifier ce que des millions de personnes ont observé. Peut-être aurait-il été plus judicieux, plus sage pour Pape Thiaw de défendre sa position uniquement sur le terrain juridique, plutôt que de s'engager dans des récits contradictoires qui soulèvent davantage de questions qu'il n'apportent de réponses. Car le problème n'est pas qu'un homme puisse tromper. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de croire ensuite que le monde entier oubliera facilement la vérité. Maintenant, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, liker la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo en français. Au revoir.